Vanina, bonjour. Bonjour Philippe. Alors, ça me fait très plaisir que tu sois là pour encore une première, parce que tu as fait toutes les premières avec moi. Oui, c'est vrai. Donc c'est la première de Juste Entre Nous. Oui. Et ça va être la première vidéo de Juste Entre Nous et c'est la tienne. Bon, écoute, je te remercie. Moi, je suis toujours contente d'avoir des aventures nouvelles et improbables avec toi, qui finissent toujours par être des choses qui sont, qui deviennent un peu des institutions quand même, parce que ça devient une institution. Bon, j'en sais rien, mais en tout si. cas, moi je tenais vraiment à te recevoir parce que tu m'as conté il y a quelques années une histoire incroyable. Et je trouve qu'on n'en a pas assez parlé de cette histoire. Je sais que c'est une histoire qui est incroyable, qui t'a affecté aussi un petit peu après coup, mais elle est géniale cette histoire et j'aimerais que tu me la racontes parce que ça s'est déroulé à Ajaccio. Alors que tu travaillais dans le musée d'Ajaccio. Oui, je travaillais à la bibliothèque patrimoniale Fesch, absolument. Et donc je suis rentrée dans cette bibliothèque de manière tout aussi improbable. Ah oui? Ouais. Je suis rentrée par la petite porte, comme souvent, et personne ne savait que j'étais diplômée en conservation de bibliothèques anciennes et du patrimoine. Et je suis rentrée comme animatrice d'atelier pour des enluminures. Et puis, on connaît bien le fameux hasard, le fameux hasard. Et ça a fini que je me suis retrouvée à devoir faire une expertise comme ça, amicale, un peu à l'arrache, pour voir un peu qu'est-ce qu'il y avait, pour jauger un peu qu'est-ce qu'il y avait dans les réserves. Et à l'époque, quand je suis rentrée dans les réserves, ça faisait un peu peur parce qu'en tant qu'experte, justement, on y trouvait de tout. On y trouvait tout ce dont on pouvait se débarrasser, c'est-à-dire des poubelles, des vieux vélos, il y avait de tout. Et au milieu, il y avait des trésors extraordinaires. Il y avait un des livres les plus fameux, les plus connus. C'est vraiment c'est la Brigitte Bardot, on va dire, des livres anciens. C'est, on va dire, les Chroniques de Nuremberg. Et c'est un livre du XVe siècle qui est magnifique et qui est d'ailleurs dont sont inspirés les graphistes de Harry Potter. Toute la généalogie qu'on trouve dans la maison, comment il s'appelle, le parrain de Harry Potter, quand il montre ça, Black, et quand il montre sa généalogie, cette planche-là, tu l'as dans les Chroniques de Nuremberg en fait, donc c'est très amusant. Et donc quand j'ai vu ça, déjà rien que ça, et qu'il était au milieu de n'importe quoi, c'est-à-dire avec des prospectus, des trucs, enfin c'était honteux, moi je suis sortie de là, et en plus je me souviens à l'époque tout était dans la pseudo-réserve, qui en fait tout était mélangé. Tu avais plus de 200 mètres carrés de réserve sous terre, qui étaient sous le musée Fesch en fait, sous terre sous le musée Fesch. Et tout ça, c'était tout mélangé. Donc j'ai fait mon rapport, simplement, en disant vous avez des merveilles. Et vous avez des merveilles. Tout le monde ignore que vous avez des merveilles, parce que la porte en plus à l'époque, je me souviens, la porte de la réserve était grande ouverte sur la médiathèque. Donc tu pouvais taper une petite visite et partir avec ta petite chronique sous le bras. Tu vois ? Incroyable. Donc ça part comme ça à la base. Et bon, tu n'étais pas encore médium de métier ? Non, j'étais planquée. J'étais planquée de métier, moi. Mais tu avais quand même des perceptions, tu avais quand même des choses qui t'arrivaient quand même. Énormément. Tu voyais des trucs un petit peu que nous, on ne voit pas. En fait, j'ai toujours eu des perceptions, mais dans ma famille, je suis sortie d'une famille d'intellectuels, de journalistes, et tout ça. Donc, puis surtout de gens très concrets, en fait. Et donc, je savais que du côté, alors j'ai moitié corse et puis l'autre côté moitié russo, ukrainien, balte, etc. Alors du côté des Slaves, on va dire, tout le monde a, on va dire, une capacité. Mais comme toujours, personne s'en sert. Qui peut être guérisseur, qui peut être médium et tout ça. Alors, pour moi, c'était pas moi, en fait. En fait, c'est ça aussi le problème. C'était pas le syndrome de l'imposteur, mais moi, j'y croyais pas moi-même, tu vois. D'accord. Je me disais, il y a des hasards heureux. Et puis bon, au bout d'un moment, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même des trucs qui n'étaient pas des hasards heureux parce que j'entendais des choses parfois quand j'allais dans des lieux. En fait, c'est ce qui a commencé, c'est vraiment en allant dans des lieux anciens. Je me suis rendu compte que je percevais, je ressentais et des fois j'entendais des choses, tu vois. Puis après, les choses, c'était des visions qui ont commencé à venir. Je me suis dit, bon là, mais bon, tu planques, tu dis rien, tu es dans un milieu de fonctionnaires, tu imagines bien que déjà c'est compliqué. Alors là, moi j'étais en indépendante, si j'avais dit « Salut les gars, je suis une médium ». Tu t'es quand même fait un copain. Oui. Alors c'était qui ce copain ? En fait, il y avait une histoire qui existait déjà avant, figure-toi, dans la réserve de la bibliothèque d'Ajaccio. C'est que la réserve, elle était réputée pour être hantée. Et qu'en 1984, je crois, ou 82, ils avaient fait venir un prêtre exorciste pour venir exorciser la réserve.
parce qu'on y entendait des voix, on y voyait passer des gens qui n'existaient pas. Et donc tout le monde était, quand je suis arrivée, tout le monde a dit, moi je ne vais pas dans la réserve. Hein. Je t'accompagne, mais je ne reste pas toute seule. Ou pas tout seul. Et ce qui était amusant, pour te raconter une anecdote concrète, un jour j'y accueille quelqu'un qui travaille au musée Fesch, quelqu'un qui devait avoir des perceptions, et est-ce qu'il le savait ou est-ce qu'il ne le savait pas, c'était un monsieur. Et puis je lui ai montré des documents, et tout d'un coup, il n'arrête pas de se retourner, tout comme ça. Et pour vous dire, il me dit, mais t'as des travaux dans la réserve? Ah non, je lui dis, il n'y a pas de travaux. Moi j'avais compris, j'avais compris. Et il me dit, mais enfin attends, mais il n'y a pas un type là? Tu n'as pas vu le type passer là? Et j'ai dit non, il n'y a pas de type qui passe. Et moi j'étais vache parce que je savais très bien, j'ai rien dit. Et donc en fait, je me souviens très bien que la première fois que je suis rentrée dans la réserve toute seule, j'ai dit, écoutez, je vous sens, je ne vous vois pas, je ne vous entends pas pour le moment, mais je sais que vous êtes là et je ne veux pas être contre vous, je veux collaborer avec vous. Donc vous me direz ce que vous voulez, ce que vous attendez de moi. Et ça ne s'est pas fait attendre très longtemps parce que j'ai été... au début, j'avais un collègue dans la bibliothèque parce qu'au début, il n'y avait pas de budget quand je suis arrivée. Ouais. Il y avait 0 budget, tout le monde se foutait complètement de cette collection ancienne. Et je me souviens que, comme il n'y avait pas de budget, j'ai commencé à nettoyer toutes les étagères avec du papier toilette. Pendant un mois, j'ai trié tout. Enfin, c'était une histoire improbable parce que la plupart des choses, je les ai sorties de ma poche. Parce qu'il n'y a pas d'argent et qu'il fallait avancer, que je voulais avancer. Puis moi, j'ai un caractère à avancer. Je n'ai pas un caractère à te faire 3 exemplaires de demande pour arriver et attendre un an qu'il se passe quelque chose et me faire payer à rien faire. Donc déjà, rien que ça a énervé passablement déjà quelques personnes. Mais moi, j'avais cette pulsion intérieure. Mais en fait, je me suis rendu compte que, outre mon envie, parce que c'était passionnant de trouver ces endroits, ces objets, parce que ce sont des objets, hein, là, les livres anciens ne sont pas des livres, ce sont des objets d'art. Et donc, j'entendais sans arrêt de l'ordre, je veux de l'ordre, je veux de l'ordre. Et puis, un jour, je suis tombée malade et j'avais une jeune personne qui était en service civique, donc en stage. Ouais. Et tout d'un coup, il y a à l'époque la direction qui m'appelle et qui me dit bon, quand est-ce que tu reviens? Je dis, comment ça, quand est-ce que je reviens? Ben écoute, ça faisait genre 4 jours que j'étais malade, mais alors couché, 42 fièvre, tout. Hein. Et elle me dit, parce qu'on a un petit souci, figure-toi que les étagères s'effondrent. et que la stagiaire dit qu'elles sont des trucs bizarres ou qu'elle entend des voix. Tu manquais à quelqu'un. Mais c'était une histoire improbable parce que quand je suis revenue, effectivement, il n'avait pas remis les étagères, il n'a pas rangé. Moi, j'avais déjà commencé à trier, j'avais séparé, j'avais désentrelacé les collections, c'est-à-dire tout ce qui était contemporain, j'avais été farfouiller pour voir qu'est-ce qu'il y avait d'ancien, tout ça, et commencer à récolter. Et c'est là où j'ai trouvé le fameux ouvrage dont tout le monde s'en foutait. C'était roulé, il était à moitié roulé, et il était coincé entre le bottin ou corse et puis un truc de Marc Lévy. Mais moi, j'ai halluciné. Comment tu l'as trouvé? Tu l'as senti? Oui, c'est ça. En fait, si tu veux. On te l'a montré? C'est un peu ça. Il y a certains trucs, c'est comme une photo, où ta photo, elle est grise, tu vois, ou noire et blanche, et tout d'un coup, ce truc-là paraît lumineux et coloré, au milieu de tout ce gris. C'est comme ça que mentalement ça apparaît. Tu penses que c'est ton ami du musée qui t'a illuminé? Ça, je vais te raconter une autre anecdote par rapport à mon ami du musée, parce qu'il y en a 2 qui sont vraiment frappantes. Ouais. Un jour, je me souviens, la direction m'appelle. Donc moi, il n'y avait pas de bureau pour moi à l'époque, donc il m'avait mis dans la réserve. À la réserve, tu n'as pas de fenêtre, tu n'as rien. Une vieille clim puante là-dedans, enfin bon, c'était quelque chose. Et elle me dit, donc la direction me dit, voilà, on a un monsieur qui voudrait avoir la Bible Diodati, donc 17e siècle, je crois, un truc comme ça. Sauf que moi, la Bible Diodati, vas-y, dans tout le bordel, tout était mélangé, je ne trouve pas. Je me dis, mais comment je vais trouver? Rien n'était référencé, enfin c'était un foutoir sans nom. Et tout d'un coup, j'étais là, comment je vais faire? Parce que je voulais bien faire, tu vois. Je voulais pas... Et tout d'un coup, je sais pas, je peux pas l'expliquer, c'est comme si tu étais prise par une espèce de rêve éveillé. Je me lève, je ne réfléchis à rien, comme un somnambule. D'ailleurs, je n'ai pas conscientisé particulièrement. Et je erre entre les étagères et tout. Et tout d'un coup, tu sais, comme quand tu te réveilles, tu es somnambule, tu te réveilles, d'un coup, je m'arrête, je regarde devant moi, elle était là. Il faut dire, il y a
Pas oublier qu'il y a des milliers de bouquins. Oui, c'est ça. Il y avait plus de. C'est la bibliothèque d'Harry Potter, quoi. C'est pareil. C'est ça. C'est-à-dire qu'il faut surtout ne pas oublier que tout à l'époque était mélangé. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a plus de 2000 ouvrages dans la réserve et tout le reste était en haut. Je crois qu'il y avait à l'époque, je commence à oublier, ça commence à dater un peu, mais je crois qu'il y avait 42 000 ouvrages ou quelque chose comme ça. Donc c'était énorme. C'est pour le trouver. Bon. Et donc du coup, mais vraiment, je t'assure, je m'arrête, je prends le truc et c'était ça. Mais c'est un truc de dingue. Alors c'était quoi cet ouvrage? Bah rien, c'était juste que la personne, c'est comme si elle disait à droite, à gauche, à droite, et hop, bim, je suis là. Parce que cette personne faisait son boulot de conservateur. Alors un jour, m'est arrivée une histoire encore un peu plus improbable. C'est qu'un jour, je revenais de congé et comme je te l'avais expliqué, enfin j'avais été malade et donc tout était désordonné parce que ça s'était effondré, etc. Bon. Et j'entends à l'intérieur de moi, je veux de l'ordre, je veux de l'ordre, je veux de l'ordre. Je me dis, c'est dingue. Et je commence à avoir des flashs d'un vieux monsieur, tu vois. Je commence à sentir, et carrément à un moment, comme si je le sentais à l'intérieur de moi. Et je me retrouve comme ça, avec ça. Et là, j'ai compris. Et là, j'ai dit, ah non, par contre, je veux bien collaborer. Par contre, non, ça c'est à moi. Ça c'est ma maison, mon corps, c'est à moi. Vous rentrez pas dedans, hein. Ça c'est non. Et du coup, comme j'ai eu une vision de lui, et plus ou moins une idée à peu près, j'ai été demander à des membres du personnel de la bibliothèque pour savoir qu'est-ce que cela évoquait, s'ils avaient connu quelqu'un qui était comme ça et tout. Eh bien oui, c'était le mari de la conservatrice, je crois, dans les années peut-être 50, 60. Elle a été tombée très malade et lui n'était pas du tout bibliothécaire, il était autre chose. Mais du coup, on lui avait confié la responsabilité en attendant que sa femme aille mieux. Parce qu'à l'époque, ça ne dérangeait personne. Et en fait, ce monsieur, il était comme ça. C'était un homme extrêmement organisé, extrêmement carré et tout ça. Donc, son obsession de la perfection. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi est-ce que il va continuer de hanter cet endroit-là, etc. Moi, je pense que c'est un homme qui était passionné par sa bibliothèque, passionné par les collections. Je pense qu'il a compris ce qu'il avait, tu vois. Et quelque part, il a trouvé chez moi la même exigence. Il y a eu cette connexion. Et comme quand je suis rentrée, je lui ai dit, moi, je ne suis pas contre vous, je sens que vous êtes présent. Donc, vous me direz ce que je dois faire. Donc, c'est vraiment ça. J'étais plutôt son employé, quoi, quelque part. Donc c'était incroyable, donc il m'a fait trouver des choses épatantes, notamment le dernier mois, j'ai dû malheureusement claquer la porte de mon travail parce qu'on voulait me forcer à faire une faute professionnelle que j'ai refusé de faire pour protéger les collections. Et résultat des courses, le mois où je devais partir, enfin il y avait deux mois pour partir, et bien à l'intérieur on me disait il faut que tu passes tous les listings informatiques, regarde-les tous, et tu regardes quels sont les ouvrages intéressants. Et à un moment, donc j'étais en train de dérouler, et tout d'un coup, comme je te disais tout à l'heure, la même chose, c'est-à-dire que tout était gris, et tout d'un coup, clac, il y a une ligne qui sort en lumière. Sur le coup, je crois vraiment qu'elle est en surlignée, tu vois. Et en fait, absolument pas. Et c'est l'ouvrage d'Isaac Newton, De Mathematica, qui est la pierre angulaire des mathématiques modernes, qui est un ouvrage rarissime. Donc il y avait 400 ouvrages donc, de Newton, de ce De Mathematica, qui étaient en anglais, et l'autre en latin. Et la version latine, c'était la plus rare. Il n'y en avait que 200 et l'autre, il y en avait 400. Et donc, cette voix, ce truc me dit, tu attends que tout le monde, pour être sûr de ne pas faire de bêtises, pas être sûr de dire, ah, j'ai trouvé quelque chose, voilà. Elle dit, tu attends que tout le monde se tire pour la pause déjeuner, et c'est dans la grande salle. Donc il y a une grande salle magnifique, que j'enjoins d'ailleurs tout le monde à aller voir, parce qu'elle est magnifique, surtout qu'elle vient d'être restaurée enfin. Et du coup, je me souviens que ça m'indiquait où est-ce que je devais aller. Sauf que dans la salle aussi, tout était à peu près mélangé. Et donc en arrivant vers l'angle de la salle, j'ai regardé les numérotations et tout ça. Il n'était pas à sa place. Et au bout d'un moment, j'ai senti qu'il était quelque part. Et donc j'ai enlevé mes chaussures. J'ai commencé à grimper à l'échelle et tout. J'ai pris le truc. Et c'était ça. Et quand je l'ai pris, tu me demandais qu'est-ce que ça te fait ? Eh bien à l'intérieur, la même chose que pour l'autre ouvrage qui concernait du coup tout ce qui était l'égyptologie, etc. au XVIIe siècle, qui était un ouvrage rarissime dont il n'était connu que 7 exemplaires au monde. Moi, j'ai trouvé le 8e ici, à Ajaccio. Et je me souviens très très bien que ça te fait un effet à l'intérieur de... Comme si tu avais tu sais les flash photos. Ouais. Et ben c'est comme si tu avais un flash photo, mais à l'intérieur du torse. Ça fait d'un coup. Ça te fait une montée d'émotions très très forte. Et tu te dis, là j'ai un truc. Et après la première sensation, tu dis, bon, c'est pas tout, tu as le côté professionnel qui reprend. En disant, bon, il faut quand même que tu vérifies les machins, tu as des choses, tu as des repères. Et je me souviens très très bien que pour le Newton, qui était là, il était comme s'il avait été imprimé la veille. Il était en parfait état. J'ai dit, c'est pas possible, c'est pas possible. Et j'ai ouvert, et c'était ça.
Et je me souviens même qu'après, quand ça a été déclaré publiquement, il y a un monsieur d'une grande université, un grand chercheur d'université américaine qui m'a dit, qui pensait que j'étais une obscure, il avait raison d'ailleurs, une obscure petite employée du fin fond de la Méditerranée, qui m'a dit « Madame, je doute grandement que ce soit un original, je pense que vous vous êtes grandement trompée. » Donc j'ai dû lui envoyer toutes les photos et il est resté sur le cul en disant « Mais on n'en trouve plus !» Ben, avant de te recevoir, j'ai regardé un petit peu sur internet, j'ai fait Vanina Chirinsky, Oui. Bibliothèque, Newton, mais il y a des articles en anglais, il y a des Américains, il y a le Figaro, le Point. Oui. En fait, c'est énorme. Ça a explosé. Ça a explosé complètement. Tu as été hyper médiatisé pendant quelques temps. Ben, c'est ça qui m'a joué des tours d'ailleurs, parce que ça a énervé énormément, on va dire, le personnel sur place. Moi, j'avais été engagée on m'avait demandé d'être un mercenaire du patrimoine. On m'a dit, Madame, on attend de vous que vous fassiez des étincelles. Donc j'ai dit, le problème, c'est que mes méthodes. Tu en as fait des étincelles. Oui, j'avais des étincelles, ça a fini par faire sauter la baraque, enfin moi surtout, mais c'est pas grave. J'ai pas un seul regret par rapport à cette expérience, parce que c'est un tel trésor. Le problème, c'est que ce que je trouve très dommage, c'est qu'il n'y a pas conscience que c'est plus qu'un trésor insulaire, c'est un trésor national aussi. Ah ouais, bien sûr. Donc oui, je me souviens, pour l'anecdote, c'était amusant. Un jour, j'ai une amie qui m'appelle, qui était journaliste, rien à voir avec tout. Voilà, elle était journaliste, reporter, grand reporter sur les fronts et tout ça. Et elle m'appelle et elle me dit, comment est-il possible que je me trouve à New Delhi, à la terrasse de mon café favori, et que je te trouve dans le Daily Post Et oui. et comment je peux te trouver dans le Daily Post et là, sur la page culturelle, comment tu peux y être? Je dis, c'est pas moi, c'est la bibliothèque qui est extraordinaire. Et pour te dire, je me souviendrai toujours que quand la nouvelle direction était arrivée, donc pratiquement un an ou 2 ans après que je sois installée là-bas, il y a eu un changement de direction. Et donc la personne ne connaissait pas les collections ni rien du tout. Elle est arrivée pour réorganiser, mais elle était spécialiste des médiathèques et pas des fonds patrimoniaux. Et donc moi j'étais en charge du fonds patrimonial, etc. Je continuais à faire mon travail. Et puis elle avait décidé dans la réserve de faire ce qu'on appelle dans le langage médiathèque de dégraisser. C'est-à-dire de virer tous les ouvrages, tous les trucs qui ne servaient plus à rien, les prospectus et tout ça. Et puis un soir, donc c'était pour le lendemain le dégraissage. Et donc la veille au soir, je termine vers 18h et je me dis... voilà, j'en peux plus. Tout le monde était parti, j'étais la dernière et la direction était toujours dans son bureau. Comme quoi, c'est bien, des fois il y a des directions qui travaillent vraiment. Et je me souviens que ce qui m'a frappé, c'est qu'au moment où j'allais sortir de la réserve, je suis passée devant les étagères qui devaient être du coup dégraissées. Et tout d'un coup, il y a quelque chose qui m'arrête et qui me dit non, tu fais demi-tour et tu vas contrôler les 13 mètres linéaires. Encore un autre. Encore, ouais. Et j'ai dit, non mais oh, ça va quoi, j'ai ma dose quoi, il est 18h30, j'en ai pour des heures et des heures. Donc il y avait sur 3 mètres de haut et oui c'est ça, sur 13, il y avait 6 de long parce qu'il y avait 2 rangées en entier, recto verso on peut dire. Donc je me suis dit, non mais c'est un truc de dingue quoi, je vais pas y... Mais à chaque fois ça insistait. Et je commence à trier, et je passe pareil, de la même façon, côté un peu comme ça, un peu lunaire, un peu somnambule. Et puis au bout d'un moment, je tire des dossiers, et je dis, ça c'est pas contemporain, ça c'est pas contemporain. Et j'ouvre, et c'était des lettres de la famille impériale. Mais c'était le jeu des 7 familles, tu avais tout le monde. Tu avais même un truc exceptionnel qu'on ne trouve jamais, un mot de la main de la mère de l'empereur, de Laetitia Ramolino. Donc tu ne peux pas trouver ça, elle n'écrivait pratiquement pas. On dit que soi-disant elle était illettrée et que bon. Et sur le coup, je crois que ce sont des facsimilés. Tu vois? Et je ne sais pas d'où ça sort. Et c'était mélangé à des prospectus. Tu te rends compte? Donc le lendemain, ça allait être foutu à la poubelle. Tout ça allait être pris par le personnel et blam, poubelle. Et sur le coup, je me suis dit un truc extraordinaire. Je me suis dit, à ce moment-là, je suis la seule au monde à savoir qu'il y a ces lettres dans ce lieu. Ouais. Et c'était extraordinaire. J'ai grimpé à toute vitesse. La direction était au téléphone, donc ça m'a agacée parce que j'étais impatiente. J'ai dit, c'est un truc de dingue, c'est un truc de dingue. Il y avait tout, des comptes rendus de guerre signés de l'empereur, les frères, les sœurs, enfin, mais des documents de dingue. Une dizaine de lettres. Et donc du coup, je suis allée voir la direction. J'ai dit, écoutez, vous savez quel est le jour où c'est votre anniversaire, Noël et Pâques en même temps? C'est aujourd'hui. Et je lui ai mis là. J'ai dit, cadeau de bienvenue. Et moi, je l'ai fait parce que... c'est cadeau de revoir plutôt. Je ne sais pas. Moi, je l'ai fait vraiment. Tout ce que j'ai fait là-bas, je l'ai fait avec beaucoup d'enthousiasme. C'est incroyable quand même. Mais est-ce que tu crois que... Bon, tu es parti, mais peut-être qu'il reste d'autres trésors. Ah, mais je sais qu'il y a d'autres trésors.
Ah bon? Ouais, je le sais. Alors, moi, bon, tu sais que je suis quelqu'un qui est un peu un peu polémique de temps en temps. Bon, bah, t'auras pas peur, t'as l'habitude. J'ai l'habitude. T'as l'habitude. Ce qu'il faut savoir, c'est que les travaux qui ont été faits sont des travaux qui au départ... alors moi, j'ai la chance de connaître à la fois le côté livre, donc conservation des livres, mais conservation du patrimoine et du bâti. Donc avec 2 amis architectes qui ont fait ça bénévolement à l'époque, on a fait un listing de travaux et les services techniques de la ville, avec évidemment un architecte agréé, ont recalibré, mais ils ont gardé pratiquement la même ligne. Donc quand j'ai été à l'inauguration, j'ai vu la vision qu'on avait eue avec les 2 architectes pour cette bibliothèque. Donc c'est absolument extraordinaire. Je n'ai aucun regret. C'est-à-dire qu'on a lutté contre moi au sein même de la bibliothèque. Hein. On a pensé que j'étais complètement dingue, mais ils ne se rendaient pas compte. C'est que moi, j'avais un travail à accomplir. J'avais pas 20 ans devant moi pour accomplir ce travail. Et puis tout était... on est rentré dans la bibliothèque, il y avait 10 000 € de budget pour sauver les ouvrages. Ouais. Okay, et quand je suis sortie, j'avais réussi à obtenir 130 000 €. Ah ouais, non. Okay, plus il y a eu la dotation, on a fait gagner le loto du patrimoine avec à l'époque le responsable de la Fondation du patrimoine, Thierry Rovert, qui était un grand ami, qui était un garçon formidable, et puis les architectes et tout ça. Donc on a tous bossé ensemble, en comptant pas nos heures, en prenant pas de vacances ni rien, pendant que tout le monde était en train de prendre ses vacances. Hein. Et du coup, on a réussi à faire rentrer, on a gagné la plus grande dotation du loto du patrimoine, 500 000 €. Et je me souviendrai toujours, à l'époque, le maire était Laurent Marcangeli. Quand le maire est venu voir la première fois les collections, j'ai sorti un truc après, je m'en suis voulu, je me suis dit, mais t'es con, pourquoi est-ce que t'as dit ça? J'ai dit, vous verrez, je vous ferai faire le tour du monde avec cette bibliothèque. Mais je ne savais pas du tout encore que j'allais trouver tout ça. Mais c'est sorti tout seul. Ouais. Et j'ai tenu mon pari. Qui s'est tapé l'incruste un petit Je peu. pense parce que y a cette bibliothèque, tu vois, tout a été guidé. Tout a été guidé. Tout. C'était à chaque fois, on obtenait ce dont on avait besoin, on obtenait des trucs. Bon, la contrepartie, je l'ai payé très cher, mais je te dis, je n'ai pas de regrets. J'ai été effacée de tous les dossiers de la bibliothèque. Sur le site, tu ne trouveras pas mon nom, tu ne trouveras rien. Les découvertes sont attribuées à quelqu'un d'autre. Tout est. Bon, après, il y a des articles de journaux, il y en a partout. Il y en a partout. Ouais. Mais même Stéphane Bern aussi. Oui, Stéphane Bern, il m'a énormément soutenue. Et j'ai été très touchée aussi. Il sait comment tu as trouvé? Non, il ne sait pas. Alors, il s'avère que Stéphane Bern. Peut-être qu'il va le savoir. Mais il s'avère que Stéphane Bern et moi, en plus, on a un très bon ami en commun. On a le prince de Lobkowitz. Et du coup, ce qui est amusant, c'est qu'on a pu du coup discuter de tout ça. Parce que Charles-Henri de Lobkowitz n'est pas insensible justement aux choses un petit peu étranges. Donc du coup, je n'ai pas encore eu le courage d'envoyer un mail à Stéphane Bern. Je pense le faire pour lui raconter cette aventure incroyable. Mais tout ce qui a été trouvé, je l'ai trouvé majoritairement avec cette espèce de... Moi, j'appelais ça de l'instinct à l'époque, mais c'était plus que ça, parce que j'entendais des choses, je voyais des choses, tu vois. Ah ouais, donc, tu voyais, tu entendais, tu as été guidé, tu as ressenti des choses... Et il y a encore des choses, il y a encore des trésors. Et le problème, c'est qu'actuellement, ils ont pris une ligne directrice qui est à l'encontre de la mienne. Ah mince. Parce que c'était une façon de me barrer et que je disparaisse. Mais cette bibliothèque... C'est de la bibliothèque, enfin la collection Lucien Bonaparte, parce que c'est cette collection-là qui est intégrée à la collection de la grande bibliothèque. Eh bien, Lucien Bonaparte, il a fait une bulle, c'est ça qui est le plus extraordinaire, c'est une collection maçonnique. Ouais. Mais maçonnique d'avant la Révolution, celle que son frère et lui, auquel son frère et lui adhéraient. Donc Napoléon, je parle bien de l'empereur. Ah ouais. Et alors il y a des gens qui vont pousser des hauts cris en disant « Mais Napoléon n'a jamais été franc-mac ». Bon, d'accord, ok. En attendant, c'est une maçonnerie néoplatonicienne. Donc c'est basé sur toute l'école néoplatonicienne. Donc Pic de la Mirandole, Hermès Trismégiste. Enfin, j'ai passé mon temps à recroiser. J'ai eu la chance pendant des années d'avoir par contre une grosse culture à ce niveau-là. Et du coup de recroiser. J'ai même établi un listing pour prouver ce que je disais. Parce que même les livres qui sont des livres de science sont des livres qui sont basés sur la maîtrise de la nature. C'est-à-dire que l'humain est de la créature divine qui apprend à maîtriser toute la création et s'intègre à la création et retrouve sa place. Du coup, c'est extraordinaire. Et Napoléon, il est parti en Égypte parce que justement, il y avait cette ligne-là, il y avait cette direction-là. C'était une idée vraiment que les sciences de la nature, les sciences ésotériques, tout ça, c'était pas juste des loufoques qui faisaient. C'était vraiment la position des étoiles, comprendre ça, comment ça fonctionne, etc. C'est absolument passionnant. Et il y a derrière aussi une grande philosophie. Donc j'ai trouvé des ouvrages de philosophie qui sont des philosophies hermétiques, néoplatoniciennes.
Et donc cette bibliothèque, c'est une bulle, c'est-à-dire que c'est comme si tu pouvais rentrer dans la tête de l'empereur et de son frère, C'est énorme. juste avant Ouais. qu'il y ait le coup d'État. Hmm. Tu te rends compte? C'est fantastique. C'est fantastique, hein? Et si on te demandait Oui. de faire une petite mission de quelques jours dans le musée maintenant, Je signe tout de suite. hein, pour Ah, aller je- retrouver des Ah, ouvrages. je signe tout de suite. Parce qu'on t'appelle Indiana Jones quand même. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ça, c'est Stéphane Sbradge qui m'a appelé Indiana Jones. Ah, mais même dans un article, alors je sais plus Oui, si c'est c'est Le sorti Coin aussi, ou, bien sûr, c'est on t'appelait sorti comme ça. L'Indiana Jones du Bah, musée. c'est-à-dire que Indiana Jones, attention, c'est un personnage à double tranchant. Ah, bien sûr. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui trouve les choses, mais on va dire qu'il ne respecte pas trop les règles. Ah non, pas vraiment. On est d'accord. Alors, j'ai les défauts et les qualités, on va dire, qui sont peut-être pour certains à 50-50. N'empêche que l'efficacité, elle était là. J'ai fait une mission de 5 ans. Et je crois qu'on n'a jamais autant parlé et vu et découvert de choses extraordinaires dans cette bibliothèque. Je m'excuse prétentieusement que quand j'y ai été. Mais, attention, j'avais aussi les acteurs et les actrices parfaites à ce moment-là et parfaits pour pouvoir réaliser ce projet. Enfin, que ça, tu vois, c'est comme si la bibliothèque, elle appelait. Ouais. Tu vois, la bibliothèque, elle m'a parlé en disant « j'ai besoin de toi, il faut que tu fasses quelque chose ». Mais moi, je suis arrivée, j'étais rien, tu vois. Et comme par hasard, il y avait le bon responsable de la Fondation du patrimoine. Et comme par hasard, à l'époque, j'ai retrouvé la bonne personne pour commencer à faire des missions de restauration. Mais à la fin, c'est comme dans un roman, c'est-à-dire qu'à la fin, je me suis fait majoritairement, pas du tout pour tout le monde, hein, mais majoritairement, je me suis fait trucider. C'est comme à trop grand succès, trop grande... voilà. C'est une tragédie. C'est une tragédie, mais c'est une tragédie magnifique qui a montré qu'on avait quelque chose. Et moi, ce qui me fait le plus de peine, c'est de voir qu'aujourd'hui, alors on m'a dit, oui, mais il y a la Sorbonne qui s'occupe, mais c'est très bien. J'avais justement demandé à créer un pôle pour les scientifiques et les chercheurs. Et ils ont été dans un axe qui est celui qu'ils ont choisi, mais qui n'est pas du tout celui que j'avais expliqué. Et sur cette ligne-là, il y a plein d'ouvrages que j'ai encore dans la tête. Ouais. Et je sais qu'ils valent... mais historiquement, c'est de la bombe, quoi. Bon, en tout cas, j'espère que les dirigeants du musée maintenant verront cette vidéo. Je ne sais pas s'ils s'intéressent Non, aux je choses crois de pas. l'invisible. Je crois pas, non. Mais bon, Je ne crois pas. Je crois que ça les intéresse pas. Et surtout, c'est-à-dire que ça a été une telle... c'est triste, mais tu sais ce que c'est. Quand tu as un grand succès, tu en dis toujours, à la grande lumière, il y a toujours une part d'ombre. Eh ben, j'ai payé la part d'ombre. Et du coup, tout ce que j'avais enclenché, tout ce que j'avais mis en avant, c'est comme dans les histoires où on rase. Tu sais, on rase une civilisation pour en Ouais. construire une nouvelle parce que l'autre, on l'a détesté, on l'a haï. ouais. Donc, je dirais que malheureusement, il y a eu un énorme malentendu avec énormément de membres du personnel. C'est que moi, dans mon idée stupide et naïve, je pensais qu'ils seraient fiers de faire partie Ouais. de ce grand projet. Et eux, ils l'ont pris comme si je les rendais ridicules, parce Ouais. que ça faisait 20 ans qu'ils étaient là, et qu'ils qu'eux savaient n'avaient rien vu. Bien sûr. Mais sauf que eux, d'abord, ils n'avaient pas la formation pour reconnaître certains ouvrages ou en comprendre la teneur, et puis ils n'étaient pas médiums non plus. Hein. Ah, bien sûr, il leur manquait quelque chose quand même. Il y avait quand même, et c'était pas du tout contre, et grâce à eux, et grâce à elle, et grâce à eux, heureusement qu'ils étaient là, parce que moi, il y avait tous des dossiers que je ne savais pas développer ni faire, mais il y a quelqu'un du membre de la bibliothèque, pour te dire à quel point je suis pas parano, qui m'a quand même avoué, le jour de mon départ, qu'elle avait fait exprès de me mettre des bâtons dans les roues pour essayer de favoriser certaines personnes. Ouais. Tu sais que ça va faire du bruit un petit peu cette vidéo. C'est pas très grave. C'est pas grave. Non, c'est pas grave parce que pour moi aujourd'hui, ce qui comptait, c'était que cette bibliothèque, elle soit respectée. C'est qu'elle soit reconnue pour sa valeur et que les gens qui travaillent dedans soient fiers de travailler dedans. Moi, c'était ça, j'étais un franc-tireur. C'était sûr que je ne pouvais pas rentrer dans le milieu fonctionnaire, etc. Alors, quelque part, ils m'ont engagé pour être un franc-tireur, voilà, tu vois. Et Mais puis, je ne doutais pas que ça allait à ce point-là. si loin. Non, je crois que ça leur a échappé un peu. Je reconnais volontiers que je ne suis pas un personnage facile, mais j'ai une exigence. Mon travail pour moi de ce domaine-là, c'était extrêmement fort, lié avec l'exigence que tu as quand tu es médium, parce que tu sens que c'est la vérité, tu sens que c'est juste d'aller dans cette direction-là, tu sens que tu as trouvé un trésor. Comment tu veux ne pas être enthousiaste quand tu trouves un trésor? Tu imagines? Peut-être des